Je suis Guillaume Degroise de l'atelier BNP Paribas. Je suis très content de vous recevoir ici ce soir. Je suis très content de vous voir aussi nombreux, mais James et Julien m'avaient prévenu que cette communauté fintech parisienne était dense et qu'elle était présente aux événements. Donc moi je suis très content de voir qu'on peut se retrouver à Paris pour parler de fintech sans avoir besoin d'aller à Londres, à New York ou à San Francisco. C'est bien de se le rappeler une fois de temps en temps. Je suis particulièrement content de vous recevoir ici parce qu'on n'a pas choisi cet amphithéâtre et ce lieu complètement au hasard. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la banque en France, on est ici dans l'ancien siège du comptoir national d'escompte de Paris. Une des mamans de BNP et donc une des grands-mamans du groupe BNP Paribas. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Au-delà du bâtiment qui est très beau, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir ce grand hall, ce bâtiment symbolique. Pour venir dans cet amphithéâtre, vous avez pris un escalier tout en marbre, traversé l'ancienne salle des coffres. Faut imaginer que dans ce hall là-haut, il y avait des grands bancs, des tables avec des dépêches, des journaux, etc., des bureaux en acajou avec des employés de banque qui prenaient des ordres et des transactions sur des grands livres. Bref, si on devait faire une banque aujourd'hui, on la ferait certainement pas comme ça. En tout cas, nous, à l'atelier, on la ferait certainement pas comme ça. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller aux États-Unis et en Californie il n'y a pas très longtemps, nous, on suit de très très près une petite banque qui s'appelle Umpqua. Voilà, petite, bon, par rapport à BNP Paribas, mais qu'on trouve très très intéressante parce que justement, elle ne nous fait pas du tout des agences bancaires 19e siècle. C'est des écrans partout, pas des grands bureaux. On est avec du personnel sur place qui a une formation banquier et concierge de grand hôtel, donc pas du tout des gens qui vendent des PEL ou des assurances-vie toute la journée. Bref, des gens qui ont compris que les attentes des clients avaient changé, que le monde avait changé et que la banque elle-même devait changer. C'est pour ça qu'on est tous là ce soir d'ailleurs. Donc c'est intéressant de comparer ce bâtiment qui est représentatif de la banque du 19e siècle avec voilà, ce qu'on aimerait être la banque de demain. La banque de demain telle que nous on l'imagine à l'atelier depuis 1978. Ça fait plus de 30 ans que l'atelier existe. Il a été créé à la compagnie bancaire. L'idée, c'était d'avoir des gens qui réfléchissaient à ce qu'on allait bien pouvoir faire dans la banque, du marché qui allait changer, du Minitel, d'Internet, et puis aujourd'hui de ce qu'on appelle les fintechs. Mais l'atelier, c'est pas seulement les fintechs, c'est pas seulement le big data, le paiement, l'asset management. Non, un groupe bancaire aujourd'hui comme BNP Paribas, c'est un groupe de services financiers qui va depuis la banque de détail traditionnelle, en passant par la banque d'investissement, jusqu'à l'assurance, jusqu'au leasing, à la gestion de flotte. Donc des gens qui s'intéressent finalement aux objets connectés, à la domotique, à la smart city, qui s'intéressent aussi finalement oui, au big data, parce qu'on en a à tous les étages. Et c'est ça notre rôle à nous aujourd'hui à l'atelier, c'est d'aider BNP Paribas à comprendre ce monde qui change autour d'elle et de l'aider à changer. Donc voilà pourquoi on est à Paris, à San Francisco et à Shanghai. C'est pour être au cœur des écosystèmes, pour être au plus près possible de ce qui est en train de se passer, des gens qui font ce qui est en train de se passer. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la bagnole, c'est pas forcément en restant en France ou en Europe qu'on va comprendre ce qui se passe. On est quand même obligé d'aller voir ce que fait Tesla de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, c'est sympa quand même. Et c'est partout, pareil, pour tous les domaines. C'est important pour nous de bien comprendre ce qui se passe et de bien expliquer
à nos banquiers, à nos assureurs, que le monde est en train de changer, qu'il y a des transactions financières qui passent par un truc qui s'appelle Venmo. Alors là, vraiment, ils sont encore largués. Mais c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qu'on est en train d'essayer d'inventer, c'est ça qu'on est en train d'essayer de leur expliquer. Donc je remercie James et Julien de nous avoir donné l'opportunité de vous accueillir ici ce soir et de pouvoir vous rencontrer. Et puis je leur cède la parole pour expliquer ce qu'est ce meet-up FinTech. Voilà, merci à tous les deux. Merci. Alors, juste petit rappel au niveau des couleurs qui vous ont été distribuées. Donc c'est pour le networking après. Julien, de tête, les couleurs Les couleurs, justement, jaune, les startups. Là, je suis en train de regarder en même temps. Rouge, Curious. Vert, c'est les investisseurs. Les investisseurs. Et bleu, c'est la bleu, banque. C'est la banque. Déjà, nous, on remercie déjà BNP de nous accueillir ici. C'est très gentil de leur part. Et on vous remercie aussi tous d'être présents ici. Quand on a commencé cette initiative des FinTech startups il y a environ à peu près 9 mois, c'est parce que tous les deux, on est des passionnés de finance. On a travaillé dans des banques, dans des fonds d'investissement et on s'est dit, on n'est pas les seuls à travailler de notre côté. Il doit y avoir d'autres startups aussi qui doivent être elles aussi en train de travailler de leur côté et on peut peut-être réunir tout cet écosystème. Et quand on a organisé notre premier meet-up il y a environ 9 mois, on était à peu près une trentaine. Aujourd'hui, je vois que le groupe il a vraiment grossi et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui faites le succès de ce meet-up en fait. Donc, plus terre à terre, donc le Twitter, si vous voulez tweeter, donc FinTech Startups France, on capte pas très bien, donc tweetez dès que vous sortez. Voilà. Juste pour expliquer qui on est, donc on est deux entrepreneurs, on a créé une application qui s'appelle MoneyPush, qui permet de trader sur les marchés financiers. Voilà pour savoir qui on est, et en effet, on était dans une pépinière, sur 72 startups, on était la seule qui faisait de la FinTech. On était les seuls à se poser des questions sur la régulation, sur comment parler à l'AMF. On a été rejoint par My Money Mobile dans la salle, et puis Marie Cantier, donc ça commence à aller mieux, mais on a voulu réunir l'écosystème. Donc c'est vraiment ça notre objectif. Et aujourd'hui, on est à l'Incuba School, et on a besoin toujours de réunir cet écosystème, de parler avec des consultants en régulation que vous rencontrerez dans les couloirs au networking juste après. Ok, je pense qu'on va laisser la parole. On vous remercie déjà tous d'être venus. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous faire des feedbacks par rapport à l'organisation ou si vous avez des envies, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du meet-up. Et on vous souhaite un excellent meet-up. Merci beaucoup. Alors juste pour accueillir Long, en fait Long, je l'ai rencontré et finalement j'ai appris qu'il avait fait l'ouverture de la Chicago Quantitative Alliance qui s'est déroulée à Hong Kong. Il va faire aussi le discours d'ouverture sur l'asset management, la réunion Rothschild en mars, le 21 mars. Et je me suis dit, nous aussi, on commence à devenir une grande conférence. On peut faire un discours d'ouverture. Voilà. Bon, sans vouloir te mettre la pression, c'est à toi, Long. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à MoneyPush et à l'atelier BNP Paribas d'organiser cette conférence FinTech qui grossit chaque jour et j'espère qu'elle grossira de plus en plus. Donc, je suis Tan Long, le fondateur de la société Quantcube Technologies. C'est une société technologique spécialisée en analyse du big data pour les stratégies d'investissement. Et tout cela, en ce moment, on peut le faire grâce à une équipe composée de data scientists, experts financiers et d'experts en technologie. Donc, on continue maintenant à recruter, maintenant en plus avec l'aide de fonds d'investissement derrière. Donc, en ce qui me concerne, au niveau de mon background, comme certains d'entre vous, j'ai un background statistique, finance quantitative. Et dans les années 90, j'ai commencé ma carrière dans une grande banque d'investissement à faire des sociétés des stratégies quantitatives pour du prop trading.
Puis après, je me suis dit, j'avais un peu cet esprit entrepreneurial. Donc j'ai créé mon premier hedge fund quand j'avais 25 ans à Chicago. Et les assets étaient montés très rapidement de 1 million à 100 millions parce qu'on avait eu de bonnes performances. Et ce qui me passionne le plus, c'est comment faire des stratégies d'investissement. Voilà. J'y pense jour et nuit, week-end compris. Et je peux même vous dire que mon épouse aussi me dit, est-ce que tu t'es marié avec des stratégies d'investissement? Donc, j'ai d'abord commencé à faire des stratégies equity. Après, je me suis dit, ça serait bien quand même de comprendre ce qu'est aussi une société, parce que j'avais un background purement statistique. J'ai passé les niveaux de CFA, commencé à faire les stratégies quant fondamentales. Après, les stratégies multi-assets, avec à la fois des fréquences intraday jusqu'à de la basse fréquence. Et je me suis dit, voilà, la prochaine génération de stratégies d'investissement, ce sont les stratégies dérivées de l'analyse du big data. Et là, on est en plein cœur de la fintech. La fintech aujourd'hui à Paris est relativement petite par rapport à Londres ou à New York. Bon, je voyage énormément, donc je vois un peu ce qui se passe. Surtout, j'ai envie de surveiller s'il n'y a pas des concurrents qui émergent, bien évidemment. C'est évident. Non, mais pour travailler ensemble, vous pouvez voir un peu ce qui se passe. Donc, je vais vous donner un peu quelques exemples pour vous dire comment on fait, du moins, quelques exemples de stratégies d'investissement à partir du smart data. D'accord ? Donc, en janvier 2013, exactement le 19 janvier 2013, l'un de nos investisseurs est au board du CME Group, la bourse de Chicago. Personne extrêmement sharp et qui me dit il va y avoir le lancement du BlackBerry Z10 le 29 janvier 2013. Je souhaite que tu me donnes une recommandation d'achat ou de vente à partir des réseaux sociaux, parce que je lui ai dit je suis capable de faire ça. La plupart des brokers étaient bullish avant le lancement de ce BlackBerry. Nous, on a produit le QuantCube Sentiment Index qui était à 75 lors du lancement. Et lors du lancement, on voit que l'indicateur tombe à 29. On met signal de vente. Après, on voit une heure plus tard, BlackBerry qui tombe de 15% avant de rebondir de 3%. Et ce qui était super intéressant, c'est que quand on lit les tweets, c'est écrit ça ressemble à It looks like iPhone 5. Bon, ça, en traduction, ça ressemble à l'iPhone 5. Et notre public parle anglais. Voilà, j'en suis sûr. Et passer d'innovation. Et après, on s'est dit, ah, mais tiens, c'est un truc, c'est rigolo, déjà. Et on s'est dit, tiens, on va généraliser ça à toutes les actions du S&P 500. Et à partir de là, on s'est dit, ah, on va créer le QuantCube Big Data Top Reputation Index, donc un indice avec les actions, avec les meilleures e-reputation. On a lancé cet indice le 31 décembre 2013. Sur l'année 2014, ça a fait une performance de 16,5%. Le gars de Chicago, il m'a dit, ah tiens, c'est super intéressant, on pourrait faire un contrat futur sur ce type d'indice. Ah tiens, ben, pourquoi pas, c'est un gros marché. Hein. Et comme c'est vraiment ce qui me... Vraiment, j'y réfléchis nuit et jour à cela, je me suis dit, ah tiens, comment faire une petite stratégie, du moins une stratégie sectorielle à partir du big data. Et vous connaissez tous LinkedIn, Monster, hein, j'imagine, la plupart d'entre vous doivent être sur un de ces réseaux. On s'est dit, ah ben tiens, on va recueillir ces données, etc. Mais également les données de, vous savez, Microsoft, vous voulez postuler sur Microsoft, il y a des job offers, etc. On récupère toutes les job offers en temps réel et on vous dit, voici le secteur qui recrute le plus en temps réel. J'imagine que vous, du moins, on préfère peut-être investir dans un secteur qui recrute. Je vous donne un exemple. Vous connaissez la crise financière de 2008, vous avez dû en entendre parler. Et 6 à 9 mois avant la crise financière, vous pouvez voir que le secteur financier a arrêté de recruter. Donc si vous faites une stratégie long flat, vous êtes flat secteur financier. Si vous faites en plus du long short, vous êtes short secteur financier. Donc après, je me suis dit, tiens, on va encore continuer à généraliser ça. Et maintenant, au niveau macroéconomique. Et après, on s'est dit, ah, mais tiens, on va faire maintenant des indices de croissance économique en temps réel, les indices d'immobilier en temps réel, les indices d'inflation en temps réel, etc. Voilà. Et du coup, quand vous prenez une action, il y a 3 risques à l'intérieur. Il y a le risque global macro, le risque marché, le risque sectoriel et le risque spécifique. Et là, voilà le concept là qu'on développe très rapidement, et c'est pour ça qu'on recrute aussi très vite. C'est pour ça qu'on souhaiterait faire des fondamentaux en temps réel. Parce que si vous avez les estimations de fondamentaux en temps réel, je pense que vous pouvez vous amuser à arbitrer un peu différents fonds d'investissement. Voilà. Ça.
Donc la question c'est comment faire les nouvelles stratégies d'investissement et surtout aussi l'impact maintenant de la fintech sur l'asset management en l'occurrence. Je veux dire, je vois que par exemple je voyage, je vois aux États-Unis ça va très vite, en Asie ça bouge assez vite, en France ça bouge un peu moins vite. Et on se dit, ah tiens, comment on peut commencer à embêter les sociétés d'asset management sur la France par exemple. C'est un exemple. Non, mais c'est vrai. Hein. Et en plus, je peux vous dire que dans le team, quand on fait le recrutement, hein, donc en même temps, comme j'enseigne à Paris 1, au Pont, il y a d'autres écoles, je leur dis, si vous voulez travailler H24, 7 jours sur 7, le 24 décembre, 31 décembre compris, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Voilà, a priori, vous devez être motivé si vous souhaitez faire cela. D'ailleurs, il y a une personne de mon équipe qui m'a dit, le 2 janvier, il n'y avait personne dans le métro. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est cette motivation et cette force qui fera que le secteur de la fintech va décoller très rapidement et va, là en anglais, disrupt le monde non seulement des hedge funds, le monde de l'asset management et après le monde du retail banking et de l'assurance. Le marché est énorme. Je vois des capitaux, mais vraiment par millions, voire dizaines de millions, se lever sur les US pour investir dans des startups qui n'ont qu'un business plan dans le domaine. Non, mais c'est vrai, hein, dans le domaine de la fintech. Si vous voyez leur site web, c'est qu'une seule image avec une belle vidéo. Après, vous voyez combien ils ont levé. Ils ont levé quand même 30 millions derrière. Après, on se dit, c'est le mode américain où ils ont un beau concept et après, ils travaillent derrière. Bon, en France, c'est un peu l'inverse. Voilà. Donc, je voulais vous faire part un peu de ma passion de cela. Je pense que le secteur de la fintech va complètement exploser, va changer également le monde de la finance, parce que moi, il y a 20 ans, vous savez, il y a 20 ans, ou même 30 ans, j'avais le droit qu'à 3 chaînes. Hein. C'était TF1, France 2, FR3, avec le film à 20h45. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, quand je vois mes étudiants, ils sont sur Snapchat, ils me disent « Ah, nous, on choisit le film qu'on veut voir et à l'heure qu'on veut voir, en streaming. » Et ce que je pense, c'est que demain, le business model de la banque ou de l'assurance également, les gens vont choisir eux-mêmes leurs produits d'investissement, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Voilà. Donc, je voulais vous faire part de tout cela, de mon expérience. Et puis après, je serai ravi de discuter avec vous par la suite, après. Voilà. Merci beaucoup.